À l'été 1982, l'équipe nationale argentine arrivait en Espagne pour la Coupe du Monde, en tant que championne en titre. Portée par une mission historique, elle alignait une équipe de rêve, un mélange parfait de vétérans aguerris vainqueurs de la Coupe du Monde en 1978 et d'une jeune génération ambitieuse menée par le génie Diego Maradona. Avec leur football offensif flamboyant typiquement sud-américain et une technique individuelle exceptionnelle, ils étaient là non seulement pour défendre leur titre, mais aussi pour réaffirmer la domination du football argentin. Cette génération a marqué les esprits des supporters d'images de passion, de passes envoûtantes et même de larmes de regret. Mais derrière le prestige de ces maillots rayés blancs et bleus se cachaient des destins uniques, des tournants de vie qu'aucun scénario n'aurait pu prédire. Plus de 40 ans ont passé et le temps a laissé des traces indélébiles sur leurs existences. Certains sont devenus des légendes vivantes, d'autres ont connu l'amertume du pouvoir et d'autres encore ont vu leur parcours s'achever laissant le monde dans un profond chagrin. Revenons sur les vies tumultueuses des plus grandes stars de l'équipe d'Argentine de 1982. Une génération dorée trop tôt disparue, mais immortelle. Alberto Tarantini, surnommé Conejo, le lapin aborda la Coupe du Monde, 1982 à l'âge de 26 ans, arborant une longue chevelure et un style de jeu flamboyant. Arrière latéral moderne, infatigable en attaque comme en défense, il était également réputé pour son tempérament fougueux et impétueux. Sur le terrain espagnol, Tarantini était toujours au cœur de duels acharnés. Ses courses fulgurantes sur le flanc gauche devinrent le symbole de la détermination parfois extrême de l'Argentine cette année-là. La carrière de Tarantini fut tumultueuse. Il fut l'un des rares Argentins de l'époque à rejoindre l'Angleterre jouant pour Birmingham City juste après leur titre de champion en 1978 avant de revenir évoluer dans deux clubs rivaux de renom, Boca Juniors et River Plate. Cependant, la vie du lapin, en dehors des terrains, était aussi débridée que sa chevelure. Fêtes nocturnes, train de vie extravagant et même problèmes de drogue contribuèrent à sa chute. Il incarnait la rockstar dans un corps de footballeur talentueux, mais marqué par les épreuves. Ce qui est admirable, c'est la façon dont Tarantini a retrouvé son équilibre. Après des années d'impulsivité juvénile, il a peu à peu appris à se maîtriser. Il n'a pas renié son passé, mais l'a abordé comme une leçon précieuse. Après sa retraite, il s'est investi dans les médias, offrant des analyses footballistiques pertinentes, franches et empreintes d'expérience. Aujourd'hui, à 69 ans, Alberto Tarantini a trouvé la sérénité. S'il conserve encore un peu de la fougue de sa jeunesse, il est désormais un homme plus posé apparaissant régulièrement dans des émissions de commentaires sportifs en Argentine. Il laisse la preuve que même perdu, on peut toujours se retrouver. Lors de la Coupe du Monde, 1982 à 26 ans, Jorge Valdano n'était pas encore un joueur de premier plan. Son jeu restait discret, évoluant principalement sur le banc éclipsé par l'immense présence de Kempes et Maradona. Pourtant même, durant ses brèves apparitions, Valdano affichait un style de jeu posé, intelligent et réfléchi. Il ne se contentait pas de courir et de tirer. Il réfléchissait aussi au jeu. À cette époque, Valdano était comme une note grave attendant le moment propice pour s'élever en un hymne héroïque. Ce moment arriva 4 ans plus tard. Valdano, joueur clé et buteur lors de la finale de 1986, était le fidèle bras droit de Maradona. Après une brillante carrière de joueur au Real Madrid, il se tourna vers l'entraînement et la gestion contribuant largement à la construction de l'Empire des Galactiques. Mais ce qui rendait Valdano si particulier, c'était son intelligence profonde. Surnommé le philosophe du football, il était capable de transformer les événements sur le terrain en œuvres littéraires et philosophiques. Il écrivait des livres, donnait des conférences et analysait le football à travers le prisme de la culture et de la société. La vie de Valdano témoigne d'une résilience extraordinaire.
En 2006, il a été victime d'un terrible accident d'hélicoptère au Mexique. L'appareil s'est écrasé et a été complètement détruit, mais Valdano a miraculeusement survécu grièvement blessé. Cette épreuve ne l'a pas brisé. Au contraire, elle a enrichi sa vision de la vie. Il vit avec la sérénité de celui qui a frôlé la mort, savourant chaque instant et mettant son intelligence au service du monde. Aujourd'hui, à 69 ans, Jorge Valdano demeure l'une des voix les plus respectées du monde du football. Il intervient dans les médias comme analyste perspicace et auteur prolifique. Son parcours nous rappelle que les footballeurs ne sont pas seulement dotés de jambes, mais aussi d'un esprit brillant. Daniel Passarella, âgé de 29 ans lors de la Coupe du Monde 1982, était le pilier de la défense surnommée El Gran Capitán, le grand capitaine. Impénétrable en défense grâce à son style de jeu agressif et son excellent jeu de tête, il était aussi un défenseur central buteur, une rareté dans l'histoire du football grâce à ses puissants coups francs du pied gauche. Sur le terrain espagnol, Passarella apparaissait comme un guerrier courageux menant la défense argentine face à certains des meilleurs attaquants du monde. Après 1982, la carrière de Passarella connut un essor remarquable en Italie, à la Fiorentina, puis à l'Inter Milan, où il s'imposa comme l'un des meilleurs défenseurs du monde dans les années 1980. Une fois sa carrière de joueur terminée, il devint un entraîneur à succès dirigeant les sélections nationales d'Argentine et d'Uruguay. Mais le tournant majeur, et aussi la plus grande tragédie de sa carrière, survint lorsqu'il devint président de River Plate. Parti d'une position légendaire, son mandat s'acheva en désastre avec la relégation historique du club ternissant profondément son image auprès des supporters. La vie personnelle de Passarella est une sombre fresque de souffrance indicible. Il a connu la plus grande tragédie qu'un père puisse endurer la perte de son fils Sébastien dans un accident de voiture en 1945. Ce deuil l'a profondément marqué, le rendant plus silencieux et renfermé. Récemment, des rumeurs concernant son état de santé et ses pertes de mémoire ont circulé, suscitant une grande compassion. Aujourd'hui, à 71 ans, Daniel Passarella s'est complètement retiré de la vie publique footballistique et vit une existence retirée auprès de sa famille. Si des controverses persistent quant à son rôle d'entraîneur, l'histoire du football mondial le retiendra à jamais comme l'un des plus grands défenseurs centraux, le seul capitaine à avoir soulevé à 2 reprises le trophée de la Coupe du Monde avec l'Argentine, bien qu'il n'ait pas joué en 1986. À 27 ans, Mario Kempes, lors de la Coupe du Monde 1982, incarnait un passé glorieux. Il était El Matador, le héros de la victoire en Coupe du Monde 1978. Dans le tournoi en Espagne, il joua un rôle prépondérant en attaque. Bien que moins explosif qu'il ne l'avait été 4 ans auparavant, ses courses restaient dangereuses, son placement exquis et sa finition tonitruante. Mario Kempes faisait le lien entre 2 générations et inspirait ses jeunes coéquipiers. Après ce tournoi, la carrière de Kempes commença à décliner, mais ce fut une période douce et enrichissante. Il quitta Valence pour entreprendre un périple footballistique itinérant, jouant en Espagne, en Autriche et passant même ses derniers jours en Indonésie. Kempes ne remporta plus de titres majeurs, mais il gagna le respect de tous ceux qu'il rencontra grâce à son professionnalisme et à sa passion du jeu. Loin des terrains, la vie de Kempes a été paisible, un contraste saisissant avec celle de son coéquipier Maradona. Il a subi une grave opération à cœur ouvert dans les années 2010, un événement marquant qui lui a fait apprécier la vie encore davantage. Au lieu de se lancer dans la voie exigeante du coaching, Kempes a trouvé un nouveau plaisir dans le commentaire sportif. Sa voix grave et profonde, ainsi que son immense savoir, ont fait de lui l'un des commentateurs de football hispanophone les plus appréciés au monde.
Aujourd'hui, à 70 ans, Mario Kempes mène une vie paisible et reste lié au football grâce à son rôle de commentateur sportif pour ESPN. Il était la preuve vivante qu'après une gloire éclatante, les héros peuvent encore trouver le bonheur dans la simplicité, continuant d'inspirer la passion aux générations futures par leurs mots plutôt que par leurs pieds. Diego Maradona, membre de l'équipe d'Argentine cette année-là, n'avait que 21 ans et pourtant il portait sur ses épaules les espoirs de toute une nation. Il était un véritable joyau, l'âme du jeu offensif de l'équipe grâce à son pied gauche magique. Bien que sa Coupe du Monde 1982 se soit terminée sur une note amère avec un carton rouge contre le Brésil, ses dribbles éblouissants, sa maîtrise du ballon et sa philosophie de jeu avant-gardiste annonçaient au monde entier l'avènement d'un nouveau roi. À 21 ans, Diego Maradona jouait avec la fougue et l'instinct d'un génie encore en devenir. Quittant l'Espagne avec tristesse, peu savaient que ce n'était que le point bas avant que la vie de Diego n'atteigne son apogée. Sa carrière suivante fut un véritable film d'action. Il rejoignit Barcelone pour un montant record, mais c'est à Naples qu'il entra véritablement dans la légende. Diego mena à lui seul Naples, d'une équipe de milieu de tableau, au sommet de la Serie A, et 4 ans après son échec en Espagne, il propulsa l'Argentine au sommet du monde, lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique. Cependant, cette gloire suprême s'accompagna de profondes épreuves. Scandale de dopage démêlé avec la mafia et une longue lutte contre la drogue eurent raison du Golden Boy. Socas! Il prit sa retraite avec des regrets, laissant derrière lui un héritage immense et d'innombrables controverses. La vie personnelle de Diego était aussi tumultueuse que sa carrière de footballeur. Homme de famille, il fut aussi au cœur de nombreux scandales sentimentaux. Il aimait passionnément, vivait instinctivement et prenait toujours le parti des plus démunis. Malgré un corps marqué par une vie dissolue et de multiples opérations, Diego affichait toujours un sourire radieux, s'engageait dans des œuvres caritatives et n'hésitait pas à exprimer ses opinions politiques. C'est peut-être ce contraste entre l'ange sur le terrain et l'homme imparfait en dehors qui le rendait si attachant et aimé. Il incarnait l'imperfection, mais débordait d'émotions. Cependant, ce parcours glorieux et amer s'est brutalement interrompu, bouleversant le monde entier. Le 25 novembre 2020, Diego Maradona s'est éteint à l'âge de 60 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Sa disparition a laissé un immense vide. Des funérailles nationales ont été organisées en Argentine et des millions de personnes ont pleuré le dieu du football. Son héritage ne se limite pas à ses buts exceptionnels, mais représente l'inspiration intemporelle d'un homme qui a vécu intensément jusqu'à son dernier souffle. À 31 ans, Ubaldo El Pato Fillol était le gardien de but le plus fiable d'Argentine. Doté de réflexes fulgurants et capable d'arrêter des tirs incroyables, Fillol était considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde à l'époque. Lors de la Coupe du Monde 1982, malgré la défaite de l'Argentine, la performance individuelle de Fillol resta exceptionnelle, avec de nombreux arrêts décisifs face à la pression du Brésil et de l'Italie. Après avoir quitté l'Espagne, Fillol poursuivit son parcours exceptionnel. Il rejoignit l'Atlético Madrid puis retourna en Amérique du Sud pour jouer à Flamengo et au Racing Club. Chose remarquable, le Canard, son surnom fit preuve d'une incroyable résilience, évoluant au plus haut niveau jusqu'à l'âge de 40 ans. Il ne perdit jamais sa détermination ni sa soif de victoire, même dans les dernières années de sa carrière. Dans la vie, Fillol est un homme de famille au caractère franc et direct. Il a eu des conflits intenses avec les entraîneurs et la fédération pour défendre les droits des joueurs, mais c'est précisément ce qui lui a valu le respect de ses pairs. Il a également consacré beaucoup de temps à la formation des jeunes joueurs, transmettant son expérience inestimable à la nouvelle génération de gardiens de but du football argentin. Aujourd'hui,
À 74 ans, Ubaldo Fillol reste impliqué dans le football en tant que conseiller et entraîneur au sein de l'EFA Fédération argentine de football. Il vit une vieillesse épanouie, fier d'une carrière durant laquelle il a redéfini le rôle de gardien de but grâce à ses arrêts plongeants légendaires. Osvaldo. Aussi, Ardiles 29, en abordant la Coupe du Monde, 1982, avec des sentiments des plus contradictoires parmi les joueurs argentins. Sur le terrain, il était le poumon de l'équipe, un milieu de terrain petit, mais extrêmement technique, intelligent et infatigable. Mais en dehors du terrain, son cœur saignait. À cette époque, la guerre des Malouines faisait rage entre l'Argentine et l'Angleterre. Idole, évoluant en Angleterre à Tottenham Hotspur et ayant perdu son cousin au combat Ardiles, dut jouer sous une pression psychologique énorme que peu pouvaient comprendre. Après le tournoi en raison des tensions politiques, Ardiles ne put rentrer immédiatement en Angleterre et dut rejoindre brièvement le PSG. Cependant, son amour pour Tottenham et l'affection que lui portaient les supporters londoniens eurent raison de lui. Il revint, continua de briller et devint une légende des Spurs. Après sa retraite de joueur, Ardiles se lança dans une carrière d'entraîneur riche en aventures dirigeant des équipes de l'Angleterre au Japon, en passant par le Mexique. La vie d'Ardiles a été une succession de jours optimistes malgré des expériences traumatisantes. En 2014, il a été victime d'un grave accident de la route aux îles Malouines alors qu'il tournait un documentaire et a miraculeusement survécu. Il a toujours gardé un sourire bienveillant, faisant office de trait d'union entre le football anglais et argentin et transcendant les animosités politiques grâce au langage du sport. Aujourd'hui, à 72 ans, Osvaldo Ardiles demeure un ambassadeur mondial de Tottenham Hotspur. Il mène une vie paisible et jouit d'un immense respect dans le nord de Londres et dans son pays natal. Son histoire témoigne du pouvoir du football à panser les plaies les plus profondes de l'histoire. Ramon Diaz, alors âgé de 22 ans, était le partenaire idéal de Maradona en attaque lors de ce tournoi. Rapide, technique et doté d'un pied gauche exceptionnel, Diaz marqua contre le Brésil, s'imposant comme un redoutable buteur dans la surface de réparation. Sa performance cette année-là témoigna d'un talent en pleine ascension, prêt à briller sur la scène internationale. La carrière de joueur de Diaz s'est ensuite épanouie en Europe, notamment à Naples, Avellino, la Fiorentina, l'Inter Milan et Monaco. Attaquant moderne, efficace et doté d'une grande technique, il a marqué un tournant décisif dans sa carrière. Cependant, sa carrière d'entraîneur a constitué un chapitre véritablement glorieux. Ramon Diaz est devenu l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire de River Plate avant de connaître par la suite de nombreux succès au Moyen-Orient. Dans sa vie privée, Ramon Diaz était un homme discret, mais extrêmement intelligent et ambitieux. Il conservait toujours l'élégance d'un gentleman, mais son esprit combatif restait intact. Il savait aussi gérer la pression, préservant toujours sa famille des regards indiscrets des médias. Aujourd'hui, à 65 ans, Ramon Diaz travaille toujours avec assiduité sur le banc de touche. Il continue de se lancer de nouveaux défis dans des environnements footballistiques variés. Il connaît actuellement un grand succès au Brésil, prouvant ainsi que la vision tactique et la soif de victoire du jeune attaquant qu'il était sont restées intactes au fil des ans. Daniel Bertoni 27 en arriva à la Coupe du Monde, 1982, auréolé de gloire après avoir inscrit le but victorieux en finale en 1978. En Espagne, il confirma son statut de star incontournable en marquant 2 buts contre la Hongrie et le Salvador. Bertoni était un attaquant complet, techniquement doué, puissant et doté d'une frappe de loin redoutable. Véritable pilier pour ses coéquipiers dans les moments décisifs, il était un buteur implacable, au visage impassible mais au cœur de guerrier. Après le tournoi, Bertoni poursuivit sa conquête de l'Europe à la Fiorentina et à Naples où il joua aux côtés de son ami proche Diego Maradona.
Cependant, la vie ne fut pas toujours un long fleuve tranquille. Après sa retraite, Bertoni dut affronter le combat le plus difficile de sa vie, un cancer de la prostate. Ce n'était plus un match de 90 minutes, mais une lutte quotidienne pour la survie. Avec l'esprit d'un champion du monde, il lutta courageusement et triompha de la maladie. En dehors du football, Bertoni est une figure reconnue du recrutement et de la gestion d'agents de joueurs. Doté d'un flair exceptionnel pour dénicher les jeunes talents, il travaille toujours avec dévouement, se tenant à l'écart des pratiques douteuses de certains agents. Il mène une vie discrète, chérit sa famille et ses amis de longue date et conserve l'allure d'un homme d'une grande sagesse. Aujourd'hui, à 69 ans, Daniel Bertoni mène une vie épanouie. Il continue de commenter le football et de partager son histoire de lutte contre la maladie pour inspirer ceux qui traversent des épreuves similaires. Son image est un symbole de volonté inébranlable de courage face à l'adversité, que ce soit sur le terrain ou à l'hôpital. Mirico Tolo, Gallego, 27 ans, était un pilier du milieu de terrain argentin en 1982. Si Ardiles était l'artiste, Gallego en était le protecteur. Son style de jeu intrépide, son excellent jeu de récupération et ses tacles précis lui permettaient de mettre en valeur Maradona et Kempes plus haut sur le terrain. Gallego jouait avec ténacité et une discipline de fer, un élément indispensable du système tactique de l'entraîneur Menotti. Après avoir pris sa retraite de joueur, Gallego a opéré une reconversion spectaculaire pour devenir l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football argentin. Il a établi un record sans précédent en remportant le championnat national avec 4 clubs différents: River Plate, Independiente, Newell's, Old Boys et Toluca au Mexique. Son style d'entraîneur était à l'image de son style de jeu, rigoureux, discipliné, mais d'une redoutable efficacité. Respectueusement surnommé « maître » par ses joueurs, il était une figure paternelle stricte qui les protégeait des critiques publiques. La vie privée de Gallego était très discrète. Homme traditionnel, il évoquait rarement sa famille dans les médias. Malgré son apparence un peu rude, ses proches savaient qu'il était un homme sensible et honorable. Il passait le plus clair de son temps libre dans sa ferme, trouvant la sérénité à la campagne loin du tumulte de la ville. Aujourd'hui, à 69 ans, Américo Gallego a pris sa retraite et profite de sa vieillesse auprès de ses enfants et petits-enfants. Bien qu'il ne soit plus sur le banc de touche à donner des instructions, l'héritage tactique et l'esprit de compétition qu'il a légué restent de précieux enseignements pour les jeunes générations d'entraîneurs en Amérique du Sud. Gabriel Calderón était le benjamin de cette attaque à seulement 22 ans. Même s'il n'était pas titulaire indiscutable à chaque fois qu'il entrait en jeu, Calderón insufflait un vent de fraîcheur grâce à sa vitesse fulgurante et ses dribbles éblouissants sur l'aile. Il incarnait la jeunesse et une soif de réussite au milieu d'une pléiade de stars. Ses apparitions, aussi brèves soient-elles, ne manquaient pas d'attirer l'attention des recruteurs européens. Après la Coupe du Monde, 1982, Calderón connut une brillante carrière en France, d'abord au PSG avant l'ère du pétrole, puis au Real Betis en Espagne. Il fut l'un des joueurs argentins les plus appréciés à Paris dans les années 1980. Après sa retraite, Calderón se consacra pleinement au football. Il passa une grande partie de sa carrière d'entraîneur au Moyen-Orient, dirigeant des équipes comme l'Arabie Saoudite, Bahreïn et Oman. Il ne se contenta pas d'enseigner le football, mais contribua également à l'essor du football professionnel dans ces nouveaux pays. Dans la vie, Calderón est connu pour être une personne polyglotte et d'une grande générosité. Ambassadeur actif de la FIFA et de l'UNICEF, il participe à de nombreux projets de développement du football communautaire. Il est convaincu que le football est un langage universel, capable de transcender les clivages religieux et ethniques. Aujourd'hui, à 64 ans, Gabriel Calderón travaille toujours sans relâche comme instructeur et consultant technique pour la FIFA.
Il parcourt le monde pour former des entraîneurs, mettant à profit sa précieuse expérience de joueur pour accompagner les générations futures. Une vie de voyage incessant, guidée par sa passion pour le football. À 34 ans, lors de la Coupe du Monde, 1982, Louis Galvin était le joueur le plus âgé, un vétéran aguerri. Contrairement au style agressif de Passarella Galván, jouait avec calme, un excellent sens du placement et une grâce rare pour un défenseur central. Il n'avait pas besoin de beaucoup de tacle, car il savait toujours se positionner au bon endroit pour neutraliser les menaces. Il était un pilier défensif discret, mais incroyablement fiable. L'histoire de Luis Galván après sa carrière de star est poignante et incite à la réflexion. Contrairement à ses coéquipiers devenus millionnaires ou entraîneurs de renom, Galván a choisi une vie extrêmement humble, voire difficile. Il a consacré sa vie entière au Talleres de Córdoba. Après sa retraite, il a dû multiplier les petits boulots pour subvenir à ses besoins de l'entraînement d'équipes de jeunes pour un salaire de misère au travail dans une auto-école. Il incarne le paradoxe, un grand champion du monde sur le terrain, mais un homme simple et travailleur qui peine à joindre les deux bouts dans la vie. Pourtant, Galván ne se plaignit jamais. Il vécut avec un grand respect de lui-même et une humilité absolue. Il refusa de vendre ses précieux souvenirs, même dans les moments difficiles. Pour lui, l'honneur et la mémoire étaient inestimables. La noblesse de son caractère fit de lui, aux yeux des supporters de Cordoue, un véritable saint vivant. Aujourd'hui, à 76 ans, Luis Galván coule des jours paisibles dans sa ville natale. Il continue de soutenir la formation des jeunes à Talleres, où un monument a été érigé en son honneur. Son histoire est un rappel à la fois doux et profond. La gloire peut s'estomper, l'argent peut manquer, mais la dignité humaine demeure.